Mesdames et messieurs, bienvenue au débat du dimanche. Deux destinations aujourd'hui, le Burkina Faso et le Mali. Le Burkina Faso avec ses victoires annoncées par les forces de défense et de sécurité. L'état-major qui annonce donc des victoires, des cellules terroristes démantelées, notamment au niveau de l'est du pays. Le Mali avec cette question, si l'on va vers une année blanche avec la synergie des syndicats qui durcit le ton avec un mot d'ordre de grève de 15 jours à compter de ce lundi. Le Mali toujours avec ses rencontres visant à décrisper la situation politique. Des questions qui seront abordées par nos invités, Adam Thiam, journaliste, Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelles Libérations, et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Premier thème, le Burkina Faso, est-ce le temps de la contre-attaque par les FDS? En tout cas, les forces de défense et de sécurité à travers l'état-major annoncent des victoires sur les cellules djihadistes, des camps qui auraient été démantelés, notamment au niveau de Fadangourma, dans l'est du pays. Maître Konaré, si ça s'avère, c'est une excellente nouvelle. Très bonne nouvelle, en effet, et le Mali peut obtenir les mêmes résultats. Vous savez, l'armée est un outil de défense, ce n'est pas un outil administratif, ni encore moins un outil de décoration. Prenez l'histoire du monde. Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de tous les temps, était à la tête de ses troupes. Il a conquis de la Macédoine jusqu'à l'Indus en passant par l'Égypte et la Perse, actuel Iran. Sundiata Keita, dont on nous parle très souvent dans les légendes, était présent à la bataille de Krina. C'est lui qui a décoché la flèche à l'ergot de coq à Soumangourou Kanté. Donc, les troupes suivent l'exemple de leur chef. Il ne faudrait pas qu'un pays dispose de centaines de généraux qui ne sont pas sur le terrain. Je crois que le Burkina a tiré cette leçon-là. Et puis le Burkina a reformé la direction de ses armées. Il a changé de ministre de la Défense, il a changé de chef d'état-major des armées, il y a de ministre de la Sécurité, il y a une culture de la sanction et de l'efficacité qui commence à s'installer dans ce pays. Et voilà le résultat. D'accord. Le Mali devrait faire de même. Ok, on va en parler. Makan Kone sur la question. Moi, mon avis est que dès qu'on a un terroriste ou qu'on on est supposé avoir un terroriste sur son territoire, on n'est plus un pays en paix. Donc on est un pays en guerre. Alors, quand on est un pays en guerre, on fait la guerre. Au lieu de rester à se la compter, on fait la guerre. Et la guerre, elle se fait sur le terrain, comme vient de le dire Maître Konaré. C'est ce que certains pays ont compris. L'Algérie, déjà, depuis un certain nombre d'années, qui nous a renvoyé ses terroristes, elle s'est levée pour faire la guerre à ces terroristes qui sont venus au Mali. La France a fait de même, le Tchad fait de même. Et je crois que c'est ce que le Burkina vient de comprendre depuis le dernier remaniement. Que les terroristes, on va vers eux. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, ils vont chercher les terroristes dans leur dernier retranchement et les combattre sur place. On ne peut pas, quand on a des terroristes sur place, on n'est pas un pays en paix, comme je l'ai dit. Quand on n'est pas un pays en paix, on fait la guerre, parce qu'on est en guerre. Et on est en guerre contre les terroristes, il faut aller les chercher juste dans leur dernier retranchement. Il ne faut pas attendre qu'ils attaquent, qu'on repousse, qu'on essaie de les repousser et tout. Il faut aller vers eux, il faut les chercher. C'est exactement ce que le Burkina est en train de faire. Ok. Oui, mais ce que le Burkina a fait est admirable. Parce que bon, il peut continuer à avoir des attentats, des machins, mais ils ont plutôt réorganisé leur dispositif. Si vous allez au Burkina, désormais, il y a l'Agence nationale de renseignement, qui n'existait pas à l'époque, qui centralise tous les services. L'autre chose, c'est qu'ils ont voté des lois par rapport à la sécurité, comment le financer. Les premiers qui ont voté ces lois, ce sont les opposants. Donc il y a eu un consensus autour de l'outil sécuritaire. Et puis ensuite, ils ont une politique désormais. Ce que vous dites tout à l'heure, vous parlez de l'Est, ce qui s'est passé, c'est très important, parce qu'ils ont deux zones, comme nous d'ailleurs. Ils ont une zone comme la forêt du Ouagadou, donc c'est dans le Fada, qui a 3 frontières, la frontière avec le Ghana, avec le Togo et avec le Bénin. Ce qui s'est passé, c'est qu'il vous explique, nous avons décidé de collaborer avec ces pays d'abord. Donc collaboration avec ces pays. Ils ont avancé. Je sais par exemple que hier, ils ont arrêté le chef djihadiste à la frontière entre le Burkina
Et le Togo, c'est pas encore officiellement, on aura probablement les détails. Et de l'autre côté, ils ont une zone désertique, donc vers le nord du Mali, le Liptako Gourma. Donc ils ont balisé le terrain et surtout le renseignement, puisque on sait maintenant avec précision qu'ils ont acquis du matériel lourd, neuf, performant. Donc ce n'est pas du tout compliqué. C'est-à-dire que vous pouvez subir à un moment, mais il faut prendre les dispositions pour ne plus subir. Et c'est ce que fait admirablement un pays comme le Burkina Faso. Aram Thiam. Moi, je vais juste essayer d'être un rabat-joie. Sur 2 ans, l'insécurité au Burkina ne s'est pas améliorée, elle s'est aggravée. Elle est passée de la région du Sahel à celle de l'Est. Et ça fait 4 régions qui sont mais vraiment, pour l'instant, dans l'œil du cyclone. Et comme ici, au Burkina, il y a eu des procès contre le manque de résultats de l'armée dans la lutte contre le djihadisme. Il y a même eu des protestations, etc. Ces derniers temps, nous voyons des images de victoire, mais ce sont des images de victoire. Sur le terrain, il semble que la situation, effectivement, n'est pas aussi bonne qu'on le pense. Les djihadistes sont là, plus renforcés que jamais. Et je pense même que, comparativement au Mali, peut-être la lutte militaire donne moins de résultats au Burkina Faso, qui est pourtant un petit pays, plus facile à quadriller que le Mali. Ok. Si je peux me permettre, je n'ai pas les mêmes informations que Adam pour une fois, et ça arrive. Parce que je me suis informé du côté du Bénin, du côté du Togo, le Fada. Ce qui se passe dans le Fada aujourd'hui à l'Est est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'était une zone quasiment occupée par les djihadistes. Et vous avez quand même une présence de plus en plus confirmée des forces de sécurité. Je ne dis pas, Adam, que la situation a radicalement changé au Burkina, mais je trouve que quand on sait d'où il vient, c'est admirable ce qu'ils sont en train de faire. Ok, Makan connaît l'autre question. C'est vrai qu'au Burkina, il y a des percées, il y a des résultats au niveau de l'Est, mais au niveau de la province du Soum, le Sahel, ça reste à désirer. Il y a des similitudes avec le Mali. Peut-être ça pose la problématique de la coopération entre les pays, le Niger, le Mali, le Burkina. Il y a des insuffisances à ce niveau-là, le Sahel toujours. Oui, absolument. Ça, nous allons peut-être parler du G5 Sahel et de sa mise en application, mise en œuvre. Et puis les financements, les moyens même qui permettent... C'est pour cela d'ailleurs qu'a été mis en place le G5 Sahel. C'est pour permettre à ces 5 pays de lutter ensemble contre le terrorisme. Parce que, en fait, c'est la porosité des frontières. Moi, je crois, c'est comme ça que je l'explique. Ce qui se passe, c'est que c'est les mêmes groupes, c'est les mêmes gens qui font le Niger, le Mali, le Burkina et tout et tout. Mais là où ils savent qu'ils peuvent se mouvoir mieux, ils sont là-bas. C'est pour cela qu'il faut impérativement, obligatoirement et très vite que les G5 soient plus sur le terrain, en tout cas à travers ces militaires, à travers plus de moyens humains et matériels pour lutter dans tous ces 5 pays contre le terrorisme, je crois. Ouais, okay, moi je porte beaucoup plus d'intérêt à l'amélioration du système qu'au détail. Je vous cite un exemple qui va vous édifier. L'autre jour, des militaires maliens leur véhicule a sauté sur une mine. 9 morts. Est-ce qu'on s'est demandé si il doit y avoir 9 personnes dans un véhicule tout-terrain? De manière réglementaire, cela est interdit dans l'armée. 6, c'est le nombre maximal de soldats, de militaires qui doivent se trouver dans une 4x4. 2 à l'avant, 4 à l'arrière. Et quand le véhicule est blindé, pour des mitrailleuses là qui sont lourdes, le nombre est encore plus réduit. Un véhicule militaire n'est pas une sotrama de transport en commun. On ne doit pas mettre 9 personnes là-dedans. Maintenant, quand 9 personnes sautent ensemble, il doit y avoir immédiatement une enquête. Est-ce que vous avez entendu parler d'une enquête et de sanctions? Non. Donc, tant que ça continue, on va continuer à perdre. D'accord. Et ce n'est pas bon du tout. Okay. Et je voudrais juste ajouter, avant que la parole ne file, qu'il faut instituer aussi dans l'armée la culture de la sanction. Il ne faut pas que des militaires, à tout bout de champ, se retrouvent hors de leur site de combat.
Staline avait compris cela. Quand Hitler avait envahi son pays, il a mis en place une structure chargée de traquer les déserteurs. Il en a tué plus de 2 millions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faudrait pas que des soldats reculent sans en avoir reçu l'ordre. D'accord. Adam Cham, oui, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant que je... Non, moi je pense que parler de la situation du Burkina n'est pas forcément faire le procès de la lutte contre l'insécurité au Mali. Voilà, donc on est dans ça. On fait un parallèle. On est dans ça. Au Burkina, je vous assure que d'abord, c'était l'épicentre des problèmes maliens. Le Burkina, c'était l'épicentre des problèmes maliens. Et le président Roch Kaboré lui-même l'a reconnu dans une radio internationale. Et en plus, il n'y a pas de grand progrès. C'est la raison pour laquelle il y a toutes ces réorganisations au Burkina. Il y avait une unité très forte, c'est le régiment, c'est le RSP, mais le RSP a été démantelé. Ils ont les mêmes peines que nos militaires sur le terrain. Et en plus, nous avons la même configuration, c'est-à-dire que et une grosse prière que la lutte contre l'insécurité, l'armée ne la transforme pas en une chasse à l'homme et à l'homme peul en général. Donc vous avez vu Yirgou récemment où tu as plus d'une quarantaine de civils qui ont été tués. Et je pense que quand ça se faisait, probablement le président du Mali était à Koulogon, où on avait plus ou moins une situation similaire. La guerre contre le terrorisme au Burkina, à mon avis, ne fait que commencer. Il est loin d'être gagné, malgré les images rassurantes et puis les bonnes nouvelles qui nous arrivent de temps en temps du front. Oui. Elle est loin d'être gagnée, la guerre. Je suis totalement d'accord avec Adam là-dessus. Elle est loin d'être gagnée. Peut-être qu'on ne le souhaite pas. Ils peuvent tenter encore des attentats, etc. Mais il y a cette volonté nette de pouvoir vaincre le phénomène. Moi, je ne fais pas de comparaison entre le Mali, le Burkina ou un autre pays. Ce n'est pas du tout cela. Nous avons un pays qui, visiblement, est en train de s'en sortir. Ça mérite peut-être d'être souligné. Deuxième thème de ce débat du dimanche, le Mali, justement, avec cette question, va-t-on vers une année blanche? En tout cas, la synergie des syndicats signataires d'octobre 2016 durcit le ton à travers une marche pacifique mercredi dernier à Bamako et dans les principales villes. La synergie prend l'opinion nationale et internationale à témoin. Justement, ici, un extrait de la déclaration à l'issue de la marche de Bamako. La conséquence d'abord de l'échec des négociations d'hier, ça c'est le maintien du mot d'ordre. Parce que vous savez qu'on a déposé un préavis de grève qui doit commencer le lundi pour prendre fin le 5 avril. Donc la première conséquence c'est ça, c'est le maintien du mot d'ordre de grève. Maintenant la conséquence c'est que tout le monde le sait. Si on devait aller à consommer totalement ces 15 jours de grève, l'année sera compromise, dangereusement compromise. Problème d'aiguillage, sinon l'élément souhaité c'était donc la déclaration du porte-parole des syndicats, déclaration lue justement à l'issue de la marche de mercredi dernier. Nous, syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, venons par la présente déclaration prendre à témoin l'opinion nationale et internationale, dénoncer la mauvaise volonté du gouvernement à résoudre les problèmes de l'école malienne. Quand bien même il en a les moyens, nous tenons à réaffirmer au gouvernement que nous sommes ouverts au dialogue et nous tenons à rester dans cette dynamique. Nous, syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016, ne cédons pas aux intimidations. Pour être tout à fait complet, les négociations engagées justement avec le gouvernement vendredi dernier ont échoué et le mot d'ordre de grève de 15 jours à compter du lundi reste maintenu. Makan connaît, ça devient inquiétant cette situation au niveau de l'école. Absolument, je crois que tout le monde sera d'accord avec moi. Mais moi, le problème, ce qui se passe, c'est que
c'est les années qu'on essaie de sauver à chaque fois. Moi, je crois que c'est l'école malienne désormais qu'il faut essayer de sauver. C'est ça la vérité, à mon avis, moi. Parce qu'il ne faut pas juste des années colmatées, des années facultatives, des années à la limite blanche, parce que là, déjà, quoi qu'on fasse, l'année, on va avoir des problèmes, parce que le cursus normal ne sera enseigné dans aucune école. Encore qu'il s'est passé autre chose il y a 2 semaines, c'est que pour la première fois depuis les années 90, pendant toute une semaine, aucune école n'a étudié sur toute l'étendue du territoire national, public et privé. C'est quand même dangereux pour le développement du pays. Donc moi, je crois que c'est l'école malienne qu'il faut désormais commencer à sauver. Maître Konaré, si on observe, là, on est à la fin d'un processus, puisque la plateforme de ces syndicats-là s'appelle Synergie des syndicats signataires d'octobre 2016. Ça veut dire que leur premier mot d'ordre, c'était en 2016, et il n'y a jamais eu de solution. Et en 2019, on se retrouve avec ce mot d'ordre de grève de 15 jours. Ça veut dire que depuis 3 ans, 4 ans, le problème, il a existé. Je crois que le problème perdure depuis une décennie. Or, sans école, il n'y a pas de développement. Sans école, il n'y a simplement pas de pays. Déjà, la majorité de nos concitoyens est illettrée. S'il faut que l'école s'arrête, on peut fermer boutique. Maintenant, je retiens 2 doléances principales qui n'ont pas été satisfaites et qui, à mon avis, peuvent l'être. La première, c'est que les enseignants des collectivités demandent à être traités et à pouvoir intégrer la fonction publique de l'État, n'est-ce pas? Et au jour d'aujourd'hui, les enseignants sont gérés par de multiples ministères. Certains relèvent du ministère de l'administration territoriale, d'autres du ministère de l'éducation, d'autres du ministère des finances. Et finalement, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Ça peut être réglé d'un trait de plume par un décret ou une loi. Que font les députés pour ne pas prendre cette loi? Et que fait l'exécutif pour ne pas prendre ce décret? Ça, c'est purement administratif. Justement, la deuxième chose, la prime de logement, c'est tout à fait légitime. Un enseignant, depuis la nuit des temps, on ne sait pas comment il parviendrait à construire pour lui-même. Alors qu'il est à la base de la connaissance que nous avons acquise. Il est bon qu'on leur donne cette prime-là, mais je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à le faire, alors que le budget de l'éducation est le plus grand, sinon, en tout cas, le deuxième après celui de la défense, peut-être. Voilà. Le problème est simple, c'est-à-dire la crise, de mon point de vue, est à la fois conjoncturelle et structurelle. C'est-à-dire qu'il y a l'urgence de sauver l'année scolaire, mais combien d'années camouflées ont été blanches, combien d'années blanches ont été camouflées dans le système. Il faut revoir tout cela, mais ce n'est pas, de mon point de vue, dans la confrontation qu'on va régler les problèmes. Quand vous voyez un enseignant, c'est simple. Il vous dit, je gagne, vous avez des enseignants qui gagnent moins de 100 000 francs. Il vous dit, je gagne moins de 100 000 francs, j'ai une famille à nourrir, mais voilà ce que je constate dans ce pays. D'autres qui ont bac plus 4 comme moi gagnent plus que moi. Leurs arguments sont simples, c'est-à-dire c'est un problème de survie. J'ai écouté la ministre du Travail, ça c'est l'autre problème. L'autre problème au sein du gouvernement, je crois qu'il y a un problème entre le ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances. Ce que veut le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Finances ne peut pas l'accepter. Et donc c'est cela. Donc la crise est à la fois conjoncturelle et structurelle. Il y a apparaît au plus urgent pour que l'année ne soit pas, pour camoufler une nouvelle année blanche, mais il faut avoir le courage d'aller au fond des problèmes. Et ce courage-là, on ne l'a jamais eu depuis des années. Et ce n'est pas du tout critiquer le gouvernement que de le dire. Le gouvernement doit quand même éviter d'étaler les preuves de son désaccord sur une question aussi essentielle que cette crise de l'école malienne. Cheikh Oumar Konaré l'a dit, ça fait une dizaine d'années, mais ça dure même plus qu'une dizaine d'années. Et il y a, en plus des débrayages, il y a la question du niveau, et le tout se ramène à une chose, c'est la situation de l'enseignant. Depuis sous Moussa Traoré, on parlait de la revalorisation de la fonction enseignante. Il y a eu quelques efforts de fait, mais on est loin du compte.
Et c'est les paradigmes simplement qu'il faut changer. En Corée du Sud, qui est la 10e économie du monde, les premiers salaires du pays, c'est les enseignants. Et il y a cet adage qui dit d'ailleurs, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Et nous sommes dans la situation où, mais vraiment, l'école étant peut-être le baromètre de la société, montre effectivement que nous sommes une société très, très gangrénée et il faut urgemment trouver les solutions parce que on ne peut pas accepter des dépenses sur d'autres fronts qui paraissent être des fronts superflus par rapport à l'éducation et mégoter sur la situation des enseignants. Les deux points, moi je ne les connaissais pas, Cheikh Oumar vient de les citer. Ça ne me paraît pas très compliqué. Ça me paraît pas très compliqué. Ouais, les professeurs contractuels, et tu fais bien de le rappeler parce qu'on ne le dit pas. Les professeurs contractuels, ce sont quoi? Ce sont des enseignants qui ont les mêmes diplômes que les fonctionnaires et qui, eux, généralement, sont payés par les collectivités, qui sont dans les zones les plus reculées d'ailleurs. Ce sont eux qui travaillent le plus, enfin les autres qui me pardonnent. Mais pourquoi ne peut-on pas quand même revoir leurs conditions de travail, puisqu'ils sont à la base, ils sont dans les campagnes, est-ce que vous voyez? Et tu fais bien, de mon point de vue, de rappeler ça. Il y a des priorités. En fait, là où il y a problème, c'est qu'un enseignant de la fonction publique a des facilités qu'un enseignant des collectivités n'a pas. Il ne peut pas faire des un enseignant de la fonction publique peut, par exemple, être nommé dans un département comme conseiller ou autre. Les enseignants des collectivités n'ont pas ces faveurs. Ce sont des enseignants de seconde zone. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Et puis les frais éparpillés les frais de entre correction, les ministères. correction des notes. Ok, il y a une partie de l'interview qu'on n'a pas écoutée, Makan connaît l'explication des syndicats qui ne peuvent pas comprendre le fait que le gouvernement dise qu'il n'y a pas d'argent, puisque le gouvernement dit que le Mali est la 3e puissance économique de l'UEMOA. On ne l'a pas entendu dans l'interview, mais c'est l'un des arguments des syndicats. Mali, 3e puissance de l'UEMOA et qui ne peut pas régler ce problème des enseignants. Mais c'est ce que tout le monde disait ici, pratiquement autour de là. C'est que nous sommes tous d'accord qu'il y a un certain effort que le gouvernement peut faire vis-à-vis des enseignants, ne serait-ce que, même pas parce que le gouvernement a les moyens, parce que ne serait-ce qu'à cause du rôle que les enseignants jouent. Quelqu'un a dit ici que, voilà, c'est une priorité de l'enseignement. Nous sommes tous là, nous parlons français, on se débrouille en français et tout, parce qu'on a été enseignés. On a eu des enseignants qui se sont sacrifiés pour donner des cours. Il faut que, de part et d'autre, des sacrifices soient faits. Il faut que le gouvernement aussi fasse des sacrifices. En tout cas, il y a un terme ici qu'on utilise généralement chez les enseignants. Ça, depuis tout petit, on entend la crémouni papier. Pour dire comment est-ce que la société elle-même dévalorise, c'est-à-dire la poudre de craie et le papier, dévalorise l'enseignant. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut déjà qu'ils soient révalorisés, même dans la société, et qu'on essaie de revoir leurs conditions de vie et de travail. C'est De Gaulle qui disait nul n'est devenu président sans les enseignants. Ok, au-delà de l'exécutif dont on peut se plaindre de l'attitude, Maître Konaré, il y a le législatif également. On a vu l'affaire Collège Horizon où il y a eu une interpellation au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comment comprendre que pour les députés, ceci ne soit pas encore une priorité? Ils sont fatigués, depuis 3-4 mois, les enfants ne vont pas à l'école, mais aucune interpellation, même au niveau de l'Assemblée nationale. On n'en a jamais fait un débat, cette histoire. C'est l'inconvénient d'avoir une assemblée comme chambre d'enregistrement. Les majorités mécaniques, ça a toujours été le cas comme ça, que ce soit sous la DEMA, sous le RPM, les députés pensent qu'il faut voter, soutenir l'exécutif. Okay. Et même si l'exécutif était interpellé et que l'exécutif sombrait dans ses explications, la conséquence n'en est jamais tirée. Il n'y a jamais eu de motion de censure venant de la majorité. Donc moi je crois que les interpellations parlementaires au Mali tendent simplement à amuser la galerie. Adam Cham. Moi je crois que, il faut dire, nos enfants vont à l'école privée. Nous, les enfants de l'élite. Mais or, la qualité
le critère d'évaluation d'un pays, ce n'est pas la qualité de l'enseignement privé, c'est la qualité de l'enseignement public. Si l'enseignement public fout le camp, il n'y a pas de pays. Or, il est en train de foutre le camp dans le pays. Mais vous verrez que c'est la même chose partout. C'est-à-dire, on arrive à une privatisation du pays qui est quand même scandaleuse. La santé est privatisée, l'éducation est privatisée, tout est privatisé. Donc, on ne sait pas où on va. Et c'est un problème qui, malheureusement, date de... Enfin, on dit que c'est la période démocratique qui a favorisé ça. En tout cas, c'est ce que disent les partisans de Moussa Traoré en disant qu'il y avait une école. Je pense que le système avait commencé à se déglinguer déjà sous lui. Mais sur 30 ans, ce que nous avons vu, c'est une liquidation méthodique de l'école et du système public. D'accord. On est en mars, Maître Konaré. Peut-être c'est le bon moment pour se poser cette question-là. En 1990, les manifestations pour l'école, ce n'était vraiment pas pour avoir ce résultat-là. 28 ans, 30 ans aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'échec, sinon selon qu'on soit d'un régime à un autre? L'échec est total. L'échec de la démocratie malienne est patent. C'est un échec. Bon, et la démocratie elle-même... On s'exprime démocratiquement. La démocratie elle-même porte en elle-même les germes de l'imposture. Ça, c'est depuis la source. Vous savez, le peuple n'a de pouvoir qu'en théorie. Dans la réalité, il n'a aucun pouvoir. Pour la bonne raison que la Constitution même dit tout mandat impératif est nul. Vous élisez quelqu'un, vous ne pouvez plus rien lui imposer. D'où les migrations et puis les interpellations bidons. Maintenant, il nous faut relire nos textes et nous approprier à nouveau la démocratie. L'école, c'est la même chose. Tout a commencé par les élèves et étudiants et aujourd'hui, ils sont les plus grands perdants. L'AEM est devenu simplement un gang de combattants. Oui, Makankone, 90 par rapport à l'école, les slogans qui étaient scandés 30 ans après, ce n'est pas ce résultat-là quand même auquel on a droit. Non, moi je crois que... déjà, je crois que ça a faussé depuis le début des années 90. C'est pourquoi les responsables même des associations estudiantines se sont battus. Il n'y a pas eu de suivi. Mais il y a eu des politiques volontaristes. À un moment, on a construit beaucoup de lycées, absolument, on a recruté beaucoup d'enseignants. Oui, mais... Ça diffère d'un régime à un autre peut-être. Oui, mais dans le fond, il faut reconnaître que l'école malienne n'a pas... la qualité de l'école malienne et de l'enseignement n'a pas été rehaussée. Le niveau même des élèves a baissé. Ça, c'est le constat général. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de lycées, mais pour quel résultat? Parce que, en fait, c'est ça. Parce que c'est les gens qu'on forme aujourd'hui qui sont les enseignants de demain. Si les enseignants eux-mêmes sont mal formés, ils vont former qui? Donc, finalement, véritablement, ça n'a pas marché l'école malienne depuis 90. L'État, c'est une continuité à Ramcham. On peut construire des lycées, penser à une université, mais la suite, c'est peut-être un autre régime qui doit moi, continuer. Je ne fais pas le procès des régimes. Il y a eu, comme vous le dites, Tangara, il y a eu une politique très volontariste. Il y a des lycées, beaucoup d'écoles privées et même une université en 1994. Et le paradoxe, c'était que le Mali n'a eu une université en 1994 que 2 décennies après un pays comme le Tchad qui n'avait même pas encore le pétrole et à peu près de 3 décennies après le Niger. Il ne faut pas qu'on nous dise qu'il y avait de grandes écoles, parce que dans ces pays aussi, il y a des grandes écoles. On n'avait pas une université, on a eu une université assez volontariste en 1994. Et puis, il fallait multiplier les lycées et tout ça, c'est bien. C'est donc le retard quantitatif, on a essayé de le rattraper. Mais nous l'avons perdu dans la qualité, nous l'avons perdu dans la participation des différents segments à un système éducatif de qualité, par exemple une démission totale des parents d'élèves, parce qu'il faut le reconnaître, et puis pour ne pas jeter la pierre qu'à l'école malienne, je ne vois pas de secteur ici qui marche. Ok. Il y a une solution à tout ça. D'accord, oui, rapidement. Quelqu'un en a parlé, je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux.
il faut que à la prochaine élection présidentielle, tout candidat s'engage à inscrire ses parents et ses enfants à l'école publique. Vous verrez la solution tout de suite. D'accord. Troisième et dernier thème de l'émission pour parler de ces rencontres politiques qui se poursuivent pour décrisper la situation. Deuxième round donc entre Soumaïla Cissé et Ibrahim Boubacar Keïta, mais pas seulement, puisque le président de la République a également reçu d'autres acteurs politiques comme Tchébile Dramé, Amadou Thiam de l'ADP Maliba, Maître Bachili et bien d'autres. Makan Koné, c'est de nouvelles rencontres politiques cette semaine et tant mieux. Bien sûr, pour tout le monde, pour le pays surtout. Je crois que finalement il faut qu'on sorte un peu des questions de personnes et tout, et que nous tous nous nous engagions, nous nous mettions à travailler pour le développement de ce pays. Je l'avais dit la semaine dernière que moi j'ai beaucoup apprécié la carrure, bon peut-être que ça va faire rire les gens, la carrure de chef de file de l'opposition que Soumaïla est en train de prendre cette fois-ci vraiment. Parce que il a aussi un rôle important à jouer. C'est vrai qu'ils se sont partagés. D'une part, le président a reçu des gens, lui il a reçu, il est allé voir des gens aussi. Donc pour dire que chef de file de l'opposition, c'est pas simplement que s'opposer pour s'opposer. Moi je salue vraiment, cette nouvelle donne et puis cette responsabilité que lui-même il s'est donnée. Et puis bon, il faut saluer tous ceux qui acceptent de faire le sacrifice d'aller discuter pour l'intérêt du pays. Maintenant, on espère que ça va donner bientôt des résultats palpables et tout. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas faire croire au peuple que l'élite politique, c'est que les leaders politiques qui sont là, ils se voient, ils discutent. Il faut associer tout le monde, surtout, je sais que ça va venir peut-être, mais il faut associer le peuple à cela. Justement, c'est peut-être ça l'inquiétude, que tout cela ne se fasse pas au détriment du peuple, de la majorité, Maître Konaré. Oui, ce que je constate à travers ces multiples rencontres politiques, c'est que d'abord, le principe d'une gestion de consensus a été trouvé. Et je vois dans les rencontres entre Soumaïla Cissé et les anciens chefs d'État une certaine volonté de chercher des parrains, sinon des témoins ou des garants à l'accord qui va être trouvé. Maintenant, vous le dites, il ne faudrait pas que le peuple soit le dindon de la farce politique. Quelle que soit l'union qui va se faire entre la majorité et l'opposition, il ne faudrait pas qu'elle se fasse sur le dos du peuple. Et elle se fera sur le dos du peuple si, dès l'abord, on n'a pas fixé les limites à ne pas franchir, notamment par rapport à l'accord de paix signé avec les groupes armés. Il ne faudrait pas que les hommes politiques s'entendent pour appliquer à l'aveuglette un accord qui n'est pas bon et qui finira par la dislocation du territoire malien. Voilà. Je crois qu'il y a un débat national qui est en train de se dessiner, les formes d'un débat national que je vois comme ça par les petites touches. Le président de la République, en téléphonant d'abord à Soumaïla et ensuite en le recevant, c'est-à-dire il a refusé cette doctrine selon laquelle certains prenaient, une doctrine que prenaient certains, c'est-à-dire de mettre Soumaïla Cissé à l'écart pour aller aux législatives. Le président de la République s'est dit, principalement, lui, politiquement, c'est mon principal allié si je veux aller à la réconciliation. Mais il y a plus loin, pour la première fois, on entend parler d'Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré, c'est quelqu'un qui ne se mêle pas de la chose publique depuis qu'il est parti. Quand vous le croisez dans un avion, à peine il vous fait semblant de vous reconnaître. Il a disparu, c'est une stratégie. ATT, on parle d'ATT encore. Donc j'ai comme l'impression qu'il y a un débat national qui se dessine. Modibo Koné, un ancien candidat, devrait s'exprimer la semaine prochaine. Et le président reçoit d'autres candidats également. Vous avez parlé de Bachili. C'est incroyable qu'il ait reçu Bachili. C'est incroyable qu'il ait reçu d'autres. Pourtant, pendant la campagne, c'était des invectives. C'était très dur comme mot de ce qu'on a entendu. Donc il y a un débat national, de mon point de vue, qui est en train de se dessiner. Je ne connais pas tous les acteurs. Soumaïla Cissé a précisé la dernière fois qu'il est question de désigner une espèce de facilitateur. J'ai entendu avant cette émission, le début de l'émission, un haut représentant du président de la République pour le dialogue national. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il faut aller assez vite parce que le président de la République est élu bientôt 1 an.
parce que nous sommes en mars, avril, mai, juin, juillet. Oui. Adam Thiam. Oui, non, mais il faut aller vite, je crois. C'est vrai. Et puis, nous sommes en mars. Et d'ailleurs, je remarque que le président qui aime les symboles a choisi mars pour cette décrispation. Mars est généralement considéré comme une période de rupture ici. Peut-être il veut démontrer que ça peut être aussi un mois de la consolidation. Mais là, il faut aller au contenu. Le contenu, ça doit être un dialogue national qui évalue notre démocratie depuis sa naissance, qui évalue nos institutions et qui, à travers une formule inclusive, donc la participation du peuple, essaie de nous projeter effectivement dans un Mali dont la démocratie est mieux assise. Et là, effectivement, il y a deux possibilités. Le président peut décider effectivement de mettre en place une commission nationale ou un comité, etc. Tout de suite, qui se met au travail. Il peut décider effectivement d'ouvrir le gouvernement à un segment de la partie avec laquelle il est en train de dialoguer, mais c'est sa liberté à lui. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une décrispation qui est en marche. Il faut aller très très vite. Et je pense que, oui, l'ennemi de ce genre de mesures, c'est effectivement le temps. D'accord. Maître Konaré, au-delà des rencontres politiques, il y a un coup de cœur, c'est peut-être le charme de ces rencontres-là. Le coup de cœur, c'est que Moussa Traoré, Alpha Omar Konaré, Amadou Toumani Touré, Djankounda Traoré ne peuvent pas se retrouver autour d'un problème, quel que soit le problème sur le Mali, et ne pas parvenir à une solution. C'est peut-être le charme de ces rencontres-là, le fait que ces anciens présidents de la République se retrouvent autour du Mali. Nous souhaitons que leur touche, leur intervention facilite les choses. Même si je ne crois pas qu'il puisse y avoir autre chose qu'un dialogue de sourds entre Alpha et Moussa, entre Moussa et ATT. Donc, ouais, ça dit que chacun de son côté peut faire quelque chose, mais si le groupe est là, je ne pense pas que ce soit pour discuter de choses vraiment concrètes. Mais j'espère que leur intervention groupée puisse constituer une sorte de garantie à l'accord de gestion consensuelle qui va être trouvé. Sur la convergence. Chacun peut apporter quelque chose. Chacun contribuer. Voilà. Et leur somme est normalement une bénédiction pour un pays. C'est-à-dire 4 ou 5 au-delà de cette rencontre, moi je crois il serait bien qu'on les voit tous ensemble discuter. Là on est pour le Mali, c'est tout le monde. Mais moi je crois que ça peut marcher d'autant plus que celui qui les démarche déjà, à savoir Soumaïla Cissé, je crois qu'il a cette capacité peut-être de les mettre ensemble avec le président de la République et tout. Je crois que ça peut aller. Maintenant, au-delà de, comme je l'ai dit, de rencontres individuelles, c'est bien qu'on les voit tous ensemble avec le président de la République, avec Soumaïla et tout, quoi. La convergence. Moi, je répète, il faut aller vite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Mais il faut aller vite parce que nous avons des enjeux. Vous avez un référendum, vous avez des élections sénatoriales, des législatives, des communales, des régionales. Sans ça, on ne peut pas avancer. D'accord. On peut aller vite, hein, je crois. Parce qu'on a eu des assises nationales. On a eu les assises sur la décentralisation, on a eu les assises sur le Nord, etc. Tout ça, c'est des sommes de réflexion qui peuvent être versées au travail, effectivement, du groupe que le président va mettre en place. Ce dont Cheikh Oumar a parlé, l'accord, et c'est la deuxième fois qu'il l'évoque en une semaine, c'est peut-être une préoccupation importante, mais c'est un accord signé. Il faut juste voir ce qu'on peut mettre en œuvre tout de suite et ce qui peut l'être plus tard. Ce qu'on peut enlever. Voilà, ou ce qui peut l'être plus tard, parce que c'est plus simple. Ou ce qui est caduque du fait de son inapplicabilité. C'est possible. Attention au mot, Adam. Il faut faire. D'accord. Maintenant, par rapport à l'accord, il faut aussi, c'est quand même un engagement. Il faut faire beaucoup attention, parce que c'est un engagement que le gouvernement a pris. C'est la crédibilité. C'est un engagement que le gouvernement a pris sans le peuple. Mais alors, j'ai lu sur Facebook aujourd'hui qu'il n'y a pas de besoin de dialogue politique. Qui l'a dit? C'est un Facebooker. Alors, moi, ce que je veux dire, c'est que, attention, il y a eu énormément de débats ici, et c'est un acquis.
les assises du Nord, c'est des acquis, les assises nationales, c'est un acquis, les états généraux de la décentralisation sont des acquis, etc. Mais tout ça doit être porté par une commission, parce que ce qui nous a manqué, c'est l'inclusivité, n'est-ce pas? Il y a un besoin de dialogue. Le Larousse définit le mot besoin comme le manque d'une chose avec le désir et la nécessité de l'avoir. D'accord. On est en train donc d'aller vers une décrispation de la situation politique. On espère la même chose sur le plan sportif. Justement, la crise du football malien sera le thème de notre débat de ce dimanche à 21h. Politique qui chausse les crampons pour parler de la crise du football malien. Yacouba Dansogo qui va recevoir Bendeka Diabaté, ancien arbitre international, instructeur FIFA, Maître Famakan Dambélé, avocat, président des Amis du Ballon Rond, Ousmane Traoré Man, journaliste à Radio Clédou, et le président de l'Union nationale des supporters. C'est à 21h sur Africa Télévision. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos invités étaient Adam Cham, journaliste, Maître Chakmar Konaré, avocat, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelles Libérations, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Merci de l'avoir suivi. À dimanche prochain.